Du coup, voir donc un peu aussi ton rapport à l'IA, parce que et ton utilisation. Parce que de mon côté, en fait, comme tu le sais, parce que je t'avais montré d'autres trucs, on en parlait à l'époque. Moi, j'avais utilisé Midjourney dans sa version 2, je crois, à l'époque. On venait de passer à la 2, il me semble. Donc c'était encore vraiment les balbutiements. Je trouvais ça fun. Alors c'est vrai que sur le coup, quand j'ai utilisé, j'avais aucune conscience que ça consommait l'équivalent d'un vol Paris-New York à chaque demande. Mais du coup, donc, je m'étais beaucoup amusé avec, et je pense que je pourrais encore beaucoup m'amuser avec. J'ai arrêté d'utiliser parce que ça demande beaucoup de temps en fait pour maîtriser l'outil, comme tous les outils en fait. Ça demande un temps en fait que je pourrais utiliser plutôt à dessiner plutôt que de faire des images par IA. Et le prix aussi, parce que ça coûte quand même je crois qu'à l'époque, quand j'étais, c'est genre 30 balles par mois pour créer des jolies images. Alors du coup, t'as des jolies images, mais est-ce que ça vaut 30 balles par mois? Je suis pas sûr. Je veux dire, sur un an, tu peux t'acheter un original d'un mec qui sait bien dessiner, ou d'une meuf. Et voilà, l'utilisation, en fait, si t'as une mission pour le plaisir, en fait, alors certes, t'as pas 5000 images dans le mois, mais t'as un vrai original. Bon, ça dépend un peu de ce que veulent faire les gens, hein, mais c'est vrai que pour moi, mon utilisation, même si c'est très marrant, il y a le côté, ça coûte trop cher pour ce que j'en fais. Et au fur et à mesure, corriger les bugs aussi, parce que dans la version 2 et version 3, quand j'y étais, c'était hyper glitché. Et moi, c'est ce qui me plaisait en fait dans l'utilisation, c'est que t'avais des glitches de fou. Un peu comme on a dans la glitch music en fait, mais là c'est visuel. Et de toute façon, je pense que ça va devenir une mode de l'IA en fait, des images glitch, en fait, où ils vont réutiliser l'algo des anciennes versions pour recréer des versions glitchées, un peu comme maintenant. T'as aussi la mode des gens qui refont des jeux style PS1. Ouais. Je pense que ça va revenir. Et après, moi, l'IA, du coup, je l'ai pas utilisé parce que j'en ai pas, que ce soit pour l'image ou pour autre chose, ou la musique, n'importe. Je l'ai pas utilisé parce que j'en ai pas l'intérêt en fait. Et ça, j'ai commencé à me réintéresser à l'IA quand j'ai préparé donc ce podcast. Et aussi la réflexion, mais de toute façon, un peu la réflexion que j'ai sur d'autres chats Twitch, en fait, qui est donc par rapport aux artistes en fait qui râlent sur l'IA et qui sont, c'est un peu en mode chasse à sorcière. La position de toute façon, l'IA est là, ça va rester. Moi, je lâche en mode je m'en fous, mais c'est peut-être intéressant de quand même m'intéresser au sujet. Et du coup, là, on peut réfléchir comment pour l'utiliser. J'ai pas encore trouvé vraiment une utilisation pratique. Enfin, j'en ai quelques pistes, mais on en parlera plus tard. Mais du coup, là, je suis dans une phase de... je fais tourner l'IA en local. J'ai téléchargé donc LLM pour, en fait, apprendre à utiliser l'IA sans bouffer des ressources énergétiques de malade en allant sur les milliers de serveurs qu'il y a... Enfin, comme quand tu vas sur ChatGPT, en fait. Là, du coup, les connaissances sont figées en 2023. Je sais pas trop pourquoi 2023, c'est peut-être le moment où... Enfin, la dernière version mis libre, en fait, de... Du coup, redis-moi ce que tu as téléchargé exactement. Alors, ça s'appelle LM Studio. D'accord. Et en fait, il te propose après... Alors, c'est un peu bidouille hein, pour les installations. Mais du coup, il te permet d'installer... Alors moi, j'ai 2 IA conversationnelles, là. Une basée sur ChatGPT, et une qui s'appelle Mistral, qui est un... Ah oui. En fait, des Français. Voilà, des Français et plus largement européens. Ouais. En fait, qui met l'accent justement sur le fait que ce soit... Alors là où... comment elle s'appelle, je sais plus. Celle qui est basée sur ChatGPT, en fait, toutes mes questions, tu vois la réflexion, et tu vois qu'en fait, il traduit mon texte en anglais, faire sa réponse en anglais, et me répondre en français. Et là, donc, Mistral, en fait, me répond en français directement. Les deux ont leurs faiblesses. J'ai pas encore beaucoup fouillé. Ok. Et alors, j'ai pas réussi à le faire, c'est un peu complexe. Mais t'as des moyens aussi de télécharger des modèles pour faire fonctionner en local.
de DALL-E et de OpenAI, enfin pour les faire des images. Et du coup, je suppose, enfin toutes les IA disponibles pour grand public, tu peux les faire tourner en local. Ce que je trouve intéressant parce que du coup, bah tu fais chauffer ton processeur, mais tu bouffes pas des masses d'énergie. Surtout qu'avec les, moi du coup je suis sur un M1 Max, du coup c'est fait pour tanker ce genre de choses. Ça j'ai pas encore trouvé parce que là faut commencer à aller dans la programmation. Mais du coup, ça a permis de m'intéresser un peu à la programmation, sachant que je suis une bille complète. Quel langage, du coup? Alors du coup, ça tourne sous Python. Python, ok. Les LLM tournent sous Python. Se lancent grâce à Python, en tout cas. Et en fait, du coup, trouver le moyen, ce qui est en fait un reproche que font beaucoup d'artistes, le fait de piller sans leur accord les œuvres des autres. Tu peux en fait entraîner ton IA avec les sources que tu mets. Ça peut être uniquement tes dessins, uniquement des trucs libres de droit. Tu pars une utilisation en fait plus éthique par rapport à la propriété intellectuelle. Et donc voilà un peu mon rapport à l'IA actuellement. Et donc ce que je voulais savoir du coup c'est toi, est-ce que tu utilises l'IA? Quel est ton rapport à ça, outre le côté enthousiaste d'un point de vue technologique? Et aussi, est-ce qu'il faut distinguer du coup les IA conversationnelles et les IA génératives d'après toi? Alors, moi l'IA... Avant tout, c'est un sujet d'intérêt en soi, mais qui vient, alors pour le coup, vraiment de ma passion pour la science-fiction et du fait que j'ai un peu ce truc à la fois, j'ai un peu sans doute une tendance un peu technophile, j'aime bien les innovations technologiques, et en même temps, la science-fiction, ça te pousse à être hyper technocritique, quoi. Mais à chaque fois, comment dire, mon premier réflexe, c'est justement de ne pas aller trop dans la technophobie, parce que, comme tu le dis, les innovations technologiques, en général, quand elles adviennent. Et on peut rien y faire, quoi. C'est l'histoire de l'humanité, c'est ça, quoi. Enfin, il y a un type qui invente un couteau, et laisse tomber, maintenant il y aura des couteaux, quoi. C'est un peu le... Donc je t'avais dit, bon, pour ceux qui viennent de ma chaîne et qui me connaissent, ils le savent, les autres peut-être pas. Mais du coup, moi j'ai des gros désaccords avec des artistes. Parce que justement, c'est un peu l'analogie que j'ai utilisée. Parce que donc, c'est des gens qui étaient absolument anti-IA, même si certains, leur vie a un peu évolué, du genre, en fait, on peut utiliser l'IA pour faire des recherches, des moodboards, en fait. Alors qu'avant, ils étaient complètement contre. Mais moi, ce que je disais, c'est un peu Pour moi, la lutte contre l'IA, c'est un peu les... Parce que, oui, ça fait perdre du boulot. C'est un fait. Mais comme toute avancée technologique. Et pour moi, c'est un peu les dire... non, on doit refuser l'électricité parce que ça fait fermer les mines de charbon. Pour moi, c'est un peu ce rapport-là que j'ai à l'anti-IA primaire. Je pense qu'on peut aller même sur un truc encore plus politique. Il y a un exemple, il y a un terme, c'est le terme de ludite, L-U-2-D-I-T-E-S. Les ludites, c'était un mouvement... Alors c'était des tisseurs, je crois, en Angleterre, et qui ont eu un mouvement de réaction face à l'arrivée des métiers à tisser automatiques, donc mécaniques. Donc ça doit être 19e siècle, je pense, ou chose comme ça, peut-être avant même. Et en fait, leur moyen d'action, c'était de détruire les métiers à tisser automatiques, mais l'action, elle est venue que à partir du moment où ils se sont rendus compte que les métiers à tisser allaient pas les aider, mais allaient les remplacer, et qu'en fait, ils allaient pas être... leurs conditions de travail allaient pas être améliorées, mais qu'en fait, les patrons, en fait, avaient décidé de remplacer les tâches, et en fait, ils allaient garder le même rythme de travail, en quelque sorte, dans le meilleur des cas, ou alors juste, ils allaient perdre leur emploi, quoi. Mais la première réaction, c'était pas d'être contre les machines. La première réaction, c'était de dire les machines arrivent, donc en quoi ça peut nous être utile, en quoi ça peut arranger notre situation, quoi. Et en fait, c'est à partir du moment où les machines sont clairement utilisées contre eux que là, ils vont prendre ce moyen d'action de détruire les machines. C'est un peu le problème, je pense, qu'on a eu d'un point de vue technologique et sociétal actuellement. C'est que le rêve qu'il y avait dans les années 80 de un jour, on aura une avancée technologique telle qu'en fait on n'aura plus à travailler, toutes les tâches pénibles seront faites par des machines. On y est presque, en fait. On pourrait... Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait déléguer, des tâches, et notamment des tâches pénibles,
Et le problème, c'est que plutôt que nous délivrer du travail, en fait, ça nous enlève le travail parce qu'en fait, on est toujours assujetti au fait faut payer ton loyer, faut payer toutes tes factures, faut bouffer, et que d'un point de vue société, en fait, on ne te paye pas à rien faire. Du coup, et c'est le combat en fait des gens dans l'art en général, c'est surtout les gens en fait qui bossent dans les studios type Ubisoft et compagnie, c'est que effectivement le problème c'est qu'ils perdent leur boulot. Parfois ils ont galéré à l'avoir, même souvent. C'est une situation qui était déjà précaire à la base, et ils se retrouvent sans rien, et du coup ils sont en colère, et c'est normal. Le fait est que de toute façon c'est là. Est-ce qu'on n'est pas à un moment où en fait on pourrait juste vivre et laisser la technologie faire, et justement on le sait, ayant fait donc l'université assez longtemps, que les gens qui font de la recherche non rentable, donc la recherche élémentaire, c'est qu'on appelle ça, je crois. Fondamentale, merci. Fondamentale, ils galèrent à trouver des financements, et généralement c'est des fonds propres, tu dois avoir bossé dans un resto, enfin avoir un boulot à côté pour faire la recherche. Alors qu'en fait on est peut-être à un stade de technologie où on pourrait justement laisser les gens qui veulent faire de la recherche fondamentale faire de la recherche, et utiliser la technologie en fait pour vivre en fait, tout simplement. Alors il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs. Là, on s'aventure sur un terrain qui, pour moi, est un peu trop complexe, je veux dire, pour mes capacités. C'est que du coup, il y a quand même plein de choses qui se mélangent. Par exemple, tu parles des années 80, mais en fait, je pense que c'est plus ancien que ça. En Occident, en tout cas, le rêve d'avoir toutes les tâches physiques faites par quelque chose d'autre que toi, c'est littéralement le système de la démocratie athénienne, où tu as des esclaves, qui sont pas des êtres humains, des esclaves et des femmes, et qui font le travail que les hommes ne veulent pas faire, et les hommes peuvent se permettre du coup de réfléchir et éventuellement de faire la guerre de temps en temps. C'est le vieux rêve occidental, et effectivement là on pourrait y être, sauf que du coup plutôt que d'avoir des esclaves humains, on pourrait avoir des esclaves de machines. Sauf que le problème c'est qu'en fait les esclaves humains ils sont toujours là. C'est ce que j'allais dire, c'est que finalement on utilise toujours l'esclavage humain. Ils sont juste cachés, c'est-à-dire que dans ton prompt, ils sont pas là au niveau de ton prompt, ils sont pas là sur ton interface, mais par contre, ils ont été là pour la fabrication de ton ordinateur, pour l'exploitation, enfin pour l'exploitation des terres rares, tout ce qui est en termes d'infrastructure technique pure et dure. Pour arriver à l'IA, il faut des esclaves. Ils existent. De toute façon, tous les on voit dans la masse en fait. Quand je dis il faut, il y en a. Oui, il y en a. Je dis il faut. Oui, on s'entend. Ils existent. Mais tous les gens en fait qui achètent tout ce qui est Temu et compagnie, même toi les gens, moi j'ai un problème avec ces vidéos YouTube là, de gens qui achètent du Temu pour dire regarde c'est de la merde. Oui, sauf qu'en fait t'as quand même financé une industrie basée sur l'esclavage assumé de prisonniers politiques. De toute façon, tous nos ordinateurs, les téléphones, les téléphones sont des ordi maintenant de toute façon, mais tout ça est construit grâce à l'exploitation de personnes dans d'autres continents, et souvent d'enfants. La plupart de nos habits, parce que la plupart on peut pas mettre genre 200 balles dans un pull, et c'est fait justement avec des gens qui sont sous-payés, même maltraités en fait. Dans le meilleur des cas, c'est des ouvriers. Je pense notamment, j'avais. C'était quoi ? Alors récemment, j'ai lu sur la géopolitique de l'IA. Il y a une mention à un moment donné. J'étais un peu mitigé d'ailleurs sur ce livre. Je pourrais aussi donner la référence, mais c'est un ouvrage de chercheurs en sciences humaines français et anglais. Bref, il y a une mention à un moment donné de gens qui travaillent dans les mines en Chine, qui sont théoriquement des gens qui sont employés, mais qui sont très mal payés. Et je pense que c'est le meilleur des cas, parce qu'après, effectivement, il y a, à mon avis, toute une... Enfin, c'est même pas à mon avis, on sait qu'il y a de toute façon toute une frange aussi de gens qui sont peut-être même pas payés du tout. De manière globale, on sait, on ferme les yeux. Donc du coup, donc effectivement, il y a ce vieux rêve qui est en fait plutôt un rêve même occidental, ou peut-être qu'il peut s'étendre à d'autres territoires, à d'autres cultures et tout, mais le fait est que, comme tu dis, il y a peut-être un monde où ce serait possible. En tout cas, c'est clairement pas l'intention,
comme dans le cas des ludites, c'est clairement pas l'intention ni des gens qui créent ces outils, ni des gens qui les financent ou qui profitent du coup de la création de ces outils, enfin de l'utilisation de ces outils in fine. Trump, quand il aide à financer, quand il facilite la fabrication du projet Stargate, c'est dans l'intérêt de lui et ses copains, c'est pas dans notre intérêt à nous, artistes. Voilà, il faut être très clair là-dessus. Donc après, pour l'utilisation que moi j'en fais, alors moi je l'utilise pas. J'ai un peu joué avec ChatGPT au début, parce que quand c'est sorti, justement, cet intérêt était là et je voulais savoir comment ça fonctionnait. J'ai vu par contre, et jusqu'à récemment, pas tellement des artistes, mais plutôt des développeurs utiliser ChatGPT, et notamment des scientifiques. Quand je dis scientifiques, je pense à des biologistes que j'ai vus récemment travailler avec ChatGPT pour les aider à écrire des scripts dans R, qui est un logiciel de statistique, voilà. Et en gros qui se servait de ChatGPT pour mettre au point, pour affiner ou pour créer même carrément des scripts dans R. Oui, comme dans R, comme on fait parfois sur Reaper, qu'on personnalise par des scripts pour avoir un truc plus adapté à notre besoin en fait. C'est vrai que alors du coup dans le milieu du son, bah, tu vois, je sais que Victor, qui est un ami commun, du coup, qui du coup a utilisé pour la référence, du coup, donc Victor, qui lui est technicien son, et il bosse aussi comme sur le spectacle vivant. Il bosse avec toi d'ailleurs sur certains projets. Ouais. Certains projets, ouais. Et sinon, la majorité du temps, il est à France Télévisions. Et du coup, il utilise la programmation pour les lights, il me semble. Alors oui, et sinon, sinon dans Reaper, le logiciel de son, en fait, il s'est amusé plusieurs fois à écrire des scripts, donc en Python ou en LUH, je sais plus c'est quoi le langage pour Reaper, et en s'aidant de ChatGPT. Et visiblement avec succès, quoi, de ce qu'il en disait, quoi. Donc voilà, moi j'ai un peu essayé de m'aider de ChatGPT à un moment donné parce qu'en fait j'utilise dans mon travail, souvent et de plus en plus un logiciel qui s'appelle SonicPy, avec lequel je code musique que je fais en Ruby, donc c'est un langage qui est un peu équivalent à Python, c'est un langage assez simple. Donc l'idée quand j'ai commencé à bosser sur ce logiciel, c'était apprendre à programmer un petit peu et en même temps aussi juste voir qu'est-ce que ça pouvait m'apporter en tant que compositeur. Et en fait j'adore ce logiciel parce que ça me permet d'envisager la musique de manière complètement nouvelle et voilà, c'est excitant, quoi. Et en fait à un moment donné j'ai essayé un petit peu de voir si ChatGPT pouvait m'aider à écrire des scripts. Ça n'a pas été très concluant, mais parce que je pense que je l'ai pas alimenté correctement. Mais comme tu l'as dit, en fait, je pense que le temps que je prendrais pour alimenter correctement ChatGPT pour qu'il me recrache des propositions, ce serait pas forcément... Enfin, celle-là, tout de suite, c'est pas un temps que j'ai forcément envie de passer. Je pense que la dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé, on m'avait parlé donc justement le chat de Mistral AI. Et ce que j'ai fait par contre, c'est que je lui ai donné un script déjà écrit et je lui ai demandé de me l'expliquer. Quelqu'un sur le forum de SonicPy avait écrit un script sans avoir mis beaucoup de commentaires et je me suis dit bon bah là, il y a des choses que je connais pas bien. Je vais voir ce qu'en dit le chat parce que j'avais envie de tester le chat. Et là, j'avoue que du coup, j'ai trouvé l'outil assez efficace, quoi. Donc je pense qu'en fait, pour les artistes, enfin, moi en tant qu'artiste, c'est mon utilisation, c'est dès que je... Enfin, du coup, elle est très rare, mais ça a été dès que j'avais plutôt des questionnements en termes de code, en termes de programmation. Ça reste des questions technologiques, en fait, finalement. Et surtout, je pense que c'est là que ChatGPT est intéressant, parce que du coup, le code, en fait, c'est du langage. Et en fait, ChatGPT, comme c'est un simulateur de langage, ça va être l'endroit où il va être, je pense, le plus efficient. C'est dès que tu lui donnes un langage et que tu vas lui dire, bah tiens, est-ce que tu pourrais
m'imaginer une palabre dans ce langage-là et qui fasse sens, quoi. Et comme le code, c'est littéralement ça, c'est du langage performatif, en quelque sorte, là, du coup, je pense que sa performance, elle va être... Et j'ai l'impression, de ce que j'en comprends, après, je pense que c'est jusqu'à un certain point, mais du coup, voilà, ces scientifiques qui travaillent dans R en s'aidant de ChatGPT. Je travaille aussi avec des développeurs en jeux vidéo qui utilisent ChatGPT pour des scripts en C# par exemple. J'ai l'impression pour ce type d'utilisation-là, ça peut être intéressant. Mais du coup, je pense que on n'est pas obligé d'en faire une... Alors après, peut-être je me trompe, mais pour le coup, en termes d'utilisation d'énergie, je pense que l'utilisation dont tu parlais en local peut tout à fait être efficace et tout à fait être intéressante et ne pas consommer autant d'énergie que ça consomme quand tu es sur le prompt serveur de ChatGPT. Alors, pour l'utilisation locale, forcément, sur certains trucs, c'est moins efficient. Parce que du coup, ça n'a pas accès à Internet. Et les connaissances sont limitées, donc là, en 2023. Ça marche pas pour moi, je trouve, en fait, quand j'ai un peu réfléchi à ChatGPT, pour moi, l'intérêt premier de ChatGPT, qui m'est directement, c'est dans le cadre des études. Dans le sens où on a fait tous les deux donc des mémoires, et on sait que c'est chiant de chercher la biblio. Et par contre, alors du coup, généralement, moi, ce que je faisais, comme beaucoup font, c'est d'aller sur Google Scholar, taper des trucs plus ou moins random en lien avec ce que tu fais, et tu fouilles les articles machin. Par contre, ChatGPT pourrait très bien, donc une version en ligne, tu cherches des trucs sur tel sujet, tu lui dis dis-moi quels articles avec les liens, quels articles en parlent. Et du coup, il peut même te faire la méta-analyse, de dire ils en parlent de telle manière, et toi après tu peux les vérifier avec les articles et t'en servir en fait. Ça te fait gagner un temps de malade sur ta recherche de sources en fait. Effectivement, c'est une utilisation qui me paraît intéressante, mais je sais pas si c'est une utilisation qui vient pas en contraste du fait que par contre Google, une recherche Google, c'est nul en fait. Et en fait, le problème, est-ce que c'est pas genre qu'on a des mauvais moteurs de recherche et que du coup on a ChatGPT qui se comporte par moment comme un moteur de recherche idéal, mais du coup, comme on l'a dit, avec des erreurs, avec des hallucinations par moment. Est-ce que le problème, c'est pas plutôt qu'on a des mauvais moteurs de recherche et qu'en fait on a un effet de contraste un peu, tu vois, genre... Alors du coup, pour moi, c'était plus l'utilisation spécifique de Google Scholar, donc qui est spécialisée dans les articles scientifiques. Ouais. Mais par contre, effectivement, en fait, c'est pas très efficace parce qu'en fait, il faut que tu cherches pas. En fait, tu cherches par mots-clés et t'espères juste que les gens les équipes qui ont écrit les articles sont pas foirés dans leurs mots-clés pour que tu arrives à les retrouver. Et du coup, le ChatGPT pourrait éventuellement faire cette méta-analyse où t'expliquons et ce qui demande de la vérification et du travail en amont, enfin, du travail derrière aussi, mais ça peut accélérer ce processus-là, par exemple. Par contre, c'est vrai que du coup, ce que tu dis là, ça nécessite un recul par rapport à l'outil qui est pas le... Pour le coup, là, tu vois, je pense à mes étudiants, parce que j'ai des étudiants donc je suis intervenant dans une école de ciné, et j'ai des classes de gens qui sont en son. Dans la section son, donc c'est à la fois des gens qui ont envie des jeunes qui ont envie de travailler en tant qu'ingé son ou parfois en tant que compositeur, compositrice. J'ai eu l'année dernière le cas d'un élève qui a rendu un devoir écrit par ChatGPT et vraiment le recul que tu décris n'est pas là. Voilà, on n'y est pas du tout. Bon, alors après, souvent comme quand les élèves essaient de tricher d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors après, c'est pas des gens qui sont là pour faire de la recherche, donc ils ont pas de notion d'épistémologie, par exemple. Ils ont pas de. En plus, ces gens sont plutôt jeunes généralement. En plus, c'est des post-bac là, c'est vraiment la plupart. Après, j'ai quelques trentenaires, mais c'est des cas exceptionnels. Sinon, la plupart, c'est des post-bac. Ouais. Donc oui, ça va être 18, 19, 20 max. Bon, voilà. Du coup, effectivement, ce que tu décris, c'est un peu un élève idéal en recherche qui s'est fait, qui a eu le temps de cette réflexion-là. Et effectivement, je pense que là, cette utilisation-là me paraît
me paraît intéressante. Après, voilà, il faut partir à la chasse aux hallucinations, il faut aller à la vérification derrière. Mais c'est vrai que ça peut faire un premier... Mais d'ailleurs, comme pour le code, en fait, ça fait un premier jet qui peut être ensuite... Je sais que... parce que je connais quelqu'un qui travaille dans l'industrie de l'IA depuis peu, qui au départ... Donc c'est une autorité publique, après c'est un truc dont il parle, hein, c'est genre il a monté une start-up où il faisait au départ un stylo connecté, et maintenant il monte justement une start-up d'IA frugale. Donc frugal, c'est vraiment justement l'idée que ça consomme le moins d'énergie possible. Ouais. Ce qui d'ailleurs, ça c'est l'enseignement que j'ai tiré de ce bouquin géopolitique de l'IA, c'est qu'en fait c'est le positionnement stratégique de l'Europe sur la question de l'IA, c'est que de toute façon les Américains et les Chinois sont tellement avancés en termes d'infrastructure et en termes aussi d'économie générale, c'est-à-dire jusqu'à justement l'exploitation des gens qui sont en bas de la chaîne. Ces aires géopolitiques là sont tellement avancées que de toute façon l'Europe n'a pas le choix pour se positionner, n'a pas d'autre choix que de se positionner sur un truc éthique, et justement de dire nous on va en faire parce qu'il faut en faire, parce que tout le monde le fait et qu'on va pas y échapper, mais par contre nous on va la faire de manière éthique, et donc on va essayer de la faire la moins énergivore. Et donc en ce moment si vous voulez monter une start-up, c'est dans l'IA frugale qu'il faut monter en France, voilà, en Europe en général. Sachant que j'ai vu je suis le matin Sean Red, son émission s'appelle La tête dans le cul, la tech dans le cul du coup. C'est en fait il fait des news de 3 sujets en fait de chaque matin liés à la tech. Ouais. Et du coup l'Europe et la France, je crois que c'est la France là en particulier, est en train d'investir dans des serveurs souverains pour toutes les données critiques. Oui. Ouais. Alors le problème c'est que du coup ça a un peu l'effet bombe atomique, mais ça va tous les États, et quand je dis États, j'ai Europe compris, hein, vont un peu se refermer et se cloisonner dans une ambiance un peu de guerre froide justement, un peu parano. Mais du coup on en est voilà, au truc où on va à terme du coup avoir nos serveurs, et comme tu dis donc le truc de l'IA le moins énergivore,